Les éditions Sixtrid, avec l'aimable autorisation des éditions Presse de la Cité, présentent Les enfants de Valfleury, de Christian Laborie, interprété par José Euzé. Première partie. Damien et Marion. Chapitre 1. Incendie. Anduze, 1932. Une chape de plomb avait brutalement recouvert les collines. Dans les lointains, une barre de nuages chapeautait la montagne, menaçante, réduisant la visibilité à néant, progressant comme un cheval au galop. Le ciel s'apprêtait à se déverser sur les sommets et dans les vallées. Les vieux Cévenols avaient l'habitude de ces sautes d'humeur du temps. Lorsque l'automne chassait l'été dans ses derniers retranchements, ils percevaient mieux que personne le danger couru par les imprévoyants, qui se risquaient seuls sur les drailles ou sur les chemins escarpés. Nombreux étaient ceux qui avaient parfois exposé leur vie en s'aventurant sur les crêtes du Lozère ou sur les pentes de l'Aiguale, sous l'orage ou une violente tempête de vent du sud. Quand les Cévennes barraient la route aux dépressions engendrées par la Méditerranée, le déluge était à craindre. Les gardonnades, ces énormes crues du Gardon, avaient laissé dans la mémoire des hommes des souvenirs impérissables. Aussi, Amélie Chassagne avait-elle défendu à sa fille de sortir. « Ne pars pas encore par monts et par vaux. Va plutôt seconder ton père, il a besoin d'aide. » Mais Marion n'avait qu'une idée, retrouver son ami Damien dans les vignes pour échapper ensemble à leur quotidien. Elle ne répondit pas à sa mère et s'éclipsa avant qu'il ne soit trop tard. « Où est-elle » maugréa Amélie. « Elle n'en fait qu'à sa tête, cette gamine. » Robert, son mari, n'avait pas entendu arriver l'orage. Enfermé dans sa bergerie avec ses bêtes, il surveillait une malheureuse qui ne parvenait pas à mettre bas. À cette heure tardive de l'après-midi, Marion avait l'habitude de le rejoindre pour traire les chèvres. Tant qu'elle n'avait pas repris l'école, la fillette, âgée de 11 ans, aidait ses parents à la ferme. Les vendanges commenceraient bientôt. Elle leur donnerait également la main en se mêlant à une colle, une équipe de vendangeurs, comme la plupart des enfants des familles paysannes des villages alentours. Les Chassagnes exploitaient les terres du domaine de Valfleury, l'une des propriétés des Beauvallon. Irène de Beauvallon en avait hérité à son mariage, une douzaine d'années plus tôt, l'apportant dans sa dot à Philippe Ferrière, un riche fabricant de céramique de la ville d'Uzès. Robert Chassagne remplissait la tâche de régisseur et veillait principalement aux vignes, plusieurs dizaines d'hectares de bons cépages qui étaient la fierté de sa propriétaire. « Oh, elle va me faire devenir chèvre !» ronchonna de plus belle Amélie, sans réponse de sa fille. « Où a-t-elle encore filé ?» Dehors, le vent redoublait, s'engouffrant dans le feuillage des arbres, comme dans la voilure de navires en perdition. Elle sortit de son cantou, où elle préparait la soupe du soir, se posta en haut de l'escalier, se tint à la rambarde. « Marion, où es-tu? Reviens. Ton père a besoin de toi. » La violence des bourrasques masquait sa voix. Marion avait déjà disparu et n'entendait pas sa mère l'appeler. Elle se dirigea tout droit vers une capitelle, au beau milieu de terres rouges, une parcelle de vigne bordée de taillis et de bois de chêne vert que les anciens avaient toujours dénommé ainsi, sans que personne sache vraiment pourquoi. Dans l'abri de berger, Damien l'attendait, anxieux de ne pas la voir arriver, comme chaque fois qu'il s'y donnait rendez-vous. Le jeune Ferrière était un garçon chétif, qui n'accusait pas ses 12 ans. Ses grandes boucles blondes ondulaient autour de son visage et ensoleillaient son regard d'un bleu de porcelaine. Depuis sa tendre enfance, il ne manquait jamais une occasion de retrouver son ami Marion, dès que sa famille se rendait dans son manoir de Valfleury, le temps d'un week-end ou pour un plus long séjour à l'occasion des vacances de Noël, de Pâques ou d'été. Les deux enfants avaient pris l'habitude de jouer ensemble dans les vignes ou dans la garrigue environnante. Leurs parents les laissaient agir à leur guise et leur accordaient toute leur confiance. Seule Amélie Chassagne émettait quelques réserves aux fréquentations de sa fille, estimant qu'elle devait éviter toute familiarité avec le fils du maître. La nature était leur meilleur complice.
Ils allaient de découverte en découverte et rapportaient sans cesse chez eux des plantes inconnues, des insectes mystérieux, des cailloux de toutes sortes et de toutes couleurs, des morceaux de bois aux formes suggestives. Au printemps, ils s'enivraient des fragrances des fleurs sauvages, de l'odeur mielée des jeunes frondaisons. Ils s'égaraient avec joie dans la forêt où rôdaient les sangliers. Quand, à l'affût du moindre bruit, ils entendaient une branche sèche craquer sous le sabot d'un animal, ils se cachaient vite derrière un buisson, haletant, dans l'espoir d'apercevoir un chevreuil ou une biche. Damien affirmait avoir observé un soir d'automne, à l'époque du rut, un énorme cerf au bois majestueux. Il s'était toisé du regard comme par défi. Puis, la bête s'était retirée lentement, à travers le taillis, pour ne plus jamais réapparaître. Philippe n'aimait pas que son fils erre sur ces terres sans l'avertir. Il craignait toujours de mauvaises rencontres. « Oh, on ne sait jamais », prétextait-il. « Par ces temps incertains, les vagabonds sont nombreux à sillonner routes et chemins. » « Il ne commet rien de répréhensible », plaidait Irène lorsque son mari s'inquiétait des escapades de son fils. « Il apprécie la compagnie de la petite Marion. Ce ne sont que des enfants. » Les Ferrières avaient un second fils, Florian, né 2 ans après Damien. Si l'aîné était le reflet de sa mère, par son tempérament doux et son physique plutôt frêle, le cadet était sans conteste le portrait de son père. Têtu, fonceur, un rien râleur. À 10 ans, Florian ne laissait jamais le dernier mot à son frère lorsqu'ils se querellaient. Philippe reconnaissait, non sans amertume, que Florian serait, plus tard, plus susceptible de lui succéder à la tête de l'entreprise. « Être patron nécessite une force de caractère que je ne perçois pas chez Damien », affirmait-il. Chez les Ferrières, en effet, la transmission de la fabrique de céramique s'était toujours réalisée du père au fils aîné. « La tradition risque de s'éteindre avec notre génération », déplorait-il avant l'heure. « Tu songes déjà à la retraite ?» se moquait alors sa femme. « Tu n'as que 37 ans. C'est un peu jeune pour y penser, non ?» Un bon patron doit envisager l'avenir avec sérénité et le prévoir longtemps à l'avance. C'est ce que m'a inculqué mon malheureux père. S'il n'avait pas réfléchi à sa relève suffisamment tôt, je n'aurais pas été préparé à temps pour lui succéder. Et notre entreprise aurait couru un grave danger, celui de ne pas avoir à sa tête un chef parfaitement formé au moment voulu. Philippe, aîné d'une nombreuse fratrie, avait été contraint de prendre la direction de la fabrique de céramique Ferrière dès l'âge de 18 ans, à la suite de la disparition prématurée d'Eugène Ferrière, mort dans un tragique accident de chasse en 1913. Remarque, cela m'a valu d'être exempté de la circonscription en 14, quand la guerre a éclaté. Si mon père n'avait pas été tué en poursuivant le sanglier, c'est moi qui aurais peut-être perdu la vie au front. Mais, chargé de famille et à la tête d'une grosse entreprise, j'ai évité le pire. C'était là sa grande consolation. Non qu'il fût heureux à l'époque d'avoir échappé à la guerre, mais parce que cela lui avait permis d'assurer la prospérité de l'entreprise familiale dans une période où les faillites succédaient aux faillites à cause du départ et du non-retour des hommes. Comme l'on dit, un malheur sert toujours à quelque chose. Irène n'appréciait pas le fatalisme de son mari. Avec les années, elle l'avait découvert sous un jour qu'elle ne lui connaissait pas au début de leur mariage. Quand ils s'étaient rencontrés, Philippe l'avait immédiatement séduite par son dynamisme, son envie de révolutionner le monde avec ses idées novatrices, son appétit de création dans le domaine où il excellait, la céramique de luxe. Il ne se montrait jamais résigné, ne courbait pas l'échine devant les difficultés, ne renonçait jamais. Or, depuis quelques années, il semblait éprouver de la lassitude, voire du désenchantement. Était-ce parce que son fils Damien lui paraissait peu apte à lui succéder, parce qu'il décelait en lui un être trop faible, sans force de caractère? Si Damien ne prend pas ta suite, son frère le remplacera. Ce n'est pas si grave qu'il ne soit pas l'aîné. Où est le problème? Irène ne voulait pas entendre parler du caractère impulsif de son cadet. Pour elle, son enfant était comme tous les enfants de son âge, certes très colérique, mais jamais au point de l'inquiéter. Quoi qu'il en soit, s'insurgeait-elle, il est encore trop tôt pour envisager l'avenir de nos fils. Je n'ai jamais insinué que Florian sera incapable de me succéder, mais il faudra d'abord qu'il se tempère. Je ne peux pas compter uniquement sur lui pour l'avenir de l'entreprise Ferrière. Or, Damien ne me semble pas capable d'assurer ma succession.
Irène refusait de discuter de tels sujets.